J'avais 9 ans la nuit où tout a basculé. La chaleur de l'été pesait contre les murs de notre maison à Birmingham, une chaleur qui rendait le sommeil presque impossible. Je descendis en silence pour prendre un verre d'eau, mes pieds nus feutrés sur les marches. C'est alors que je les entendis, les voix de mes parents, basses et fatiguées, venant du salon. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, » dit ma mère, sa voix tranchante de fatigue. 3 enfants coûtent trop cher. Nous arrivons à peine à couvrir le matériel de Gavin, le tutorat de Reed. C'est impossible. Je me figeai, agrippant la rambarde. Mon père soupira, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais remarqué. Je sais, Hélène. Mon Dieu, je sais, mais que faisons-nous? L'hypothèque, mon travail, rien ne suffit. Le silence s'étira, lourd et dangereux. Puis la voix de ma mère perça comme une lame. Il nous faut une solution. Une solution? Le mot résonna dans ma poitrine. Il y eut une pause, puis la réponse de mon père vint, prudente et délibérée. Meredith a cette grande maison en Arkansas. Elle est seule. Elle demande toujours des nouvelles des enfants. À 9 ans, je ne comprenais pas entièrement ce qu'il tramait. Mais je compris assez pour savoir que j'étais le problème à résoudre. Gavin et Reed, mes frères aînés, furent de nouveau mentionnés, football, université, brillant avenir. Mon nom ne franchit jamais leurs lèvres. Le verre d'eau trembla dans ma main, et je remontai les escaliers, pressant mon oreille contre l'oreiller frais. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait traverser mes côtes. Cette nuit-là, pour la première fois, je compris que l'amour pouvait être mesuré, pesé et compté, et dans leurs calculs, je ne comptais pas. Je m'endormis en me demandant ce que ça faisait d'être désiré, et non seulement épargné. Quelques semaines plus tard, mes parents m'annoncèrent que nous partions pour un voyage d'été en voiture. Ils le dirent comme un cadeau, une surprise juste pour moi. Gavin et Reed seraient occupés avec le camp de football, mais je pourrais voir la sœur de mon père, Meredith, qui vivait en Arkansas. J'essayais de croire que c'était spécial, mais le souvenir de leurs paroles murmurées me collait encore comme de la fumée. Le trajet me sembla interminable. Mes parents parlaient de prix de l'essence et de travail, mais personne ne me demanda ce qui me rendait heureuse. Mon estomac se nouait entre anticipation et angoisse. Lorsque nous arrivâmes enfin dans l'allée, la maison de Meredith se dressait devant moi comme venue d'un autre monde, grande colonne blanche, vaste pelouse, tout à sa place. Meredith sortit pour nous accueillir, ses cheveux argentés tirés en arrière, ses yeux bleus perçants. Mais quand elle me regarda, son visage s'adoucit d'une manière que je n'avais jamais vue. « Alors voilà Anne-Lise, dit-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. Elle se baissa légèrement, me regardant directement dans les yeux. « Bonjour, ma chérie. J'attendais de te rencontrer. » Pour la première fois, quelqu'un ne regardait pas au-delà de moi vers Gavin ou Reed. Je me sentis vue, et cette sensation était presque effrayante. Nous entrâmes, et tandis que les adultes parlaient à voix basse, j'explorai la pièce avec ses meubles polis et ses étagères remplies de livres. Puis mon père se leva. Nous devrions repartir. Je me levai, prête à rassembler mes affaires. Mais la voix de ma mère me stoppa net. En fait, Anne-Lise, tu vas rester ici un moment avec tante Meredith. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Mes frères rentraient chez eux, et moi pas. Je regardais leur voiture disparaître dans l'allée tandis que Meredith posait une main sur mon épaule. Les premières nuits dans la maison de Meredith semblèrent irréelles, comme si j'étais tombée dans la vie de quelqu'un d'autre. Ma chambre était plus grande que l'espace que j'avais partagé avec mes 2 frères, avec un lit à baldaquin et de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Au début, je restais éveillée, attendant le bruit de la voiture de mes parents revenant dans l'allée. Mais chaque matin, il n'y avait que le toc-toc de Meredith à ma porte, doux et patient. Elle me posait des questions qui me surprenaient, quels livres j'aimais, si je préférais les pancakes ou les œufs au petit déjeuner, quelles matières étaient les plus faciles à l'école, ce qui me rendait nerveuse. À la maison en Alabama, personne ne m'avait jamais posé ces questions. Pas vraiment. Je répondais prudemment, comme si dire quelque chose de mal pouvait la faire se désintéresser. Mais elle ne le fit jamais. Au contraire, elle se penchait, posait des questions supplémentaires et se souvenait de ce que j'avais dit. Nous commençâmes à établir de petites routines. Après l'école, elle s'asseyait avec moi à la table de la cuisine pendant que je faisais mes devoirs, me guidant lorsque j'étais bloquée au lieu de m'écarter. Le week-end, elle m'apprit à mesurer la farine pour les cookies, à assaisonner correctement les plats. Le soir, elle me laissait me blottir contre elle sur le canapé pendant que de vieux films passaient, me montrant les répliques qui l'avaient fait rire quand elle avait mon âge. Chaque geste me disait que j'avais de l'importance.
Et pourtant, sous cette chaleur, un nœud persistait dans ma poitrine. Les semaines passaient sans un appel d'Alabama. J'essayais de me convaincre que ce silence signifiait que mes parents regrettaient leur décision, qu'ils préparaient un plan pour me ramener. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon estomac se nouait, pour retomber lorsqu'il s'agissait d'un collègue ou d'un voisin de Meredith. Pourtant, au fil des jours et des mois, je commençais à percevoir que la présence de Meredith n'était pas temporaire. Elle ne me traitait pas comme un fardeau qu'elle aidait à porter. Elle me traitait comme sa propre fille. C'était la première fois que je me sentais choisie, bien qu'une part de moi souffrait encore, attendant des voix qui ne viendraient jamais. À 14 ans, la vie avec Meredith était devenue stable, presque ordinaire. J'étais installée à l'école, avait un cercle d'amis et jouais même au football le week-end. Meredith assistait à chaque match, sa voix perçante portant sur le terrain lorsque je marquais. Longtemps, je me convainquis que cela suffisait, que le vide laissé par l'absence de mes parents n'avait pas d'importance. Mais le silence avait du poids, 6 années de silence pesaient jusqu'à ce qu'il devienne presque partie intégrante de ma peau. Un soir, après le dîner, Meredith débarrassa les assiettes et s'assit en face de moi à la table de la cuisine. Son expression était calme, mais je sentais la tension dans l'air. « Anne-Lise, dit-elle avec précaution, voudrais-tu voir tes parents ? Je peux les contacter si c'est ce que tu souhaites. » La question s'enfonça dans ma poitrine comme une pierre. Je regardais mes mains, tordant une serviette jusqu'à ce qu'elle se déchire. Une partie de moi voulait dire oui, imaginer qu'ils avaient changé d'avis, que je marcherais dans une pièce et qu'ils me prendraient enfin dans leurs bras pour s'excuser. Mais une autre partie, plus forte, se souvenait des anniversaires sans carte, des Noëls sans appel, des nuits où j'allais me coucher en espérant que le téléphone sonnerait. Non, dis-je enfin. Ma voix tremblait, mais la réponse semblait ferme. S'ils avaient voulu me voir, ils auraient essayé d'ici maintenant. 6 ans, Meredith. Pas un mot. Elle acquiesça lentement, ses yeux bleus empreints de tristesse. Marcus a toujours été égoïste, admit-elle. Mais rien de tout cela n'est de ta faute. C'est lui qui t'a déçu, pas l'inverse. Ces mots s'enfoncèrent profondément, même si la douleur ne disparaissait pas. Je la portais avec moi à l'étage cette nuit-là, me murmurant que je n'attendrais pas des personnes qui m'avaient déjà laissé partir. Et alors que j'apprenais à accepter ce silence, une autre ombre commença à s'insinuer dans notre maison. Cela commença par de petites choses, Meredith rentrait du travail épuisée, rejetant cela sur de longues journées au bureau. Puis elle commença à perdre du poids, ses vêtements lui tombant d'une manière qui me rendait mal à l'aise. Quand elle avoua enfin qu'il y avait un problème, j'avais 16 ans et étais assez grande pour reconnaître la peur derrière sa voix calme lorsqu'elle m'annonça que les médecins avaient trouvé un cancer. Je me souviens être assise à la table de la cuisine, au même endroit où elle m'avait déjà demandé si je voulais voir mes parents. Cette fois, son visage était pâle, ses mains tremblantes autour d'une tasse de café. « C'est sérieux, dit-elle doucement. Mais je vais me battre. » À ce moment-là, je compris que la femme qui m'avait portée à travers tout avait maintenant besoin que je la soutienne. Nos routines changèrent du jour au lendemain. J'appris à préparer des repas doux pour son estomac, à maintenir la maison en ordre quand elle était trop fatiguée pour se lever du canapé. Le jour où j'obtins mon permis de conduire, mon premier trajet n'était pas pour célébrer avec des amis, mais pour emmener Meredith à sa chimiothérapie. J'attendais dans des halls d'hôpitaux stériles, serrant mes devoirs sur lesquels je ne pouvais pas me concentrer, regardant des jeunes de mon âge défiler sur leur téléphone pendant que je mémorisais les horaires de médicaments. Meredith n'arrêta jamais d'enseigner, même malade. Elle s'asseyait avec moi et m'apprenait à équilibrer un chéquier, suivre mes dépenses, planifier les urgences. L'argent, dit-elle un après-midi, sa voix mince mais ferme, ce n'est pas que des chiffres, c'est du contrôle. Ne laisse jamais personne te faire sentir impuissante parce que tu ne le comprends pas. J'absorbais chaque mot, écrivant des notes dans les marges de ses anciens livres de finances. Cela me donnait un étrange courage, comme si elle me transmettait des outils dont j'aurais besoin bien après sa disparition. Certaines nuits, quand elle était trop faible pour monter les escaliers, je dormais sur le canapé près d'elle pour qu'elle ne se sente pas seule. Je détestais le bruit discret de sa respiration laborieuse, rappel que rien n'était certain. Et juste au moment où la maladie semblait vouloir envahir chaque recoin de notre vie, les médecins prononcèrent un mot que je n'avais pas osé espérer, rémission. À mes 18 ans, Meredith commençait déjà à décliner de nouveau. La rémission que nous avions célébrée 2 ans plus tôt n'avait été qu'une pause, une fragile trêve avec quelque chose d'inexorable. Elle essayait de garder sa force, mais je voyais celle-ci s'échapper dans la façon dont elle s'appuyait plus lourdement sur la rampe, dans l'amincissement de sa voix en soirée. Pour mon anniversaire, elle insista pour me préparer un gâteau, bien que ses mains tremblassent en mesurant le sucre.
Nous nous assîmes ensemble à la table à manger, juste toutes les deux. Le gâteau était de travers, mais pour moi, il était parfait. Cette nuit-là, elle me tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier délicat, une chaîne en or avec un simple pendentif qui avait appartenu à sa mère. Ses yeux brillaient lorsqu'elle le passa autour de mon cou. « Tu es forte, intelligente et gentille », murmura-t-elle. « N'oublie jamais cela. Peu importe ce qui arrive, tu porteras toujours ces qualités avec toi. Elles te protégeront plus que l'argent ne le pourrait jamais. » Je voulais croire que sa force durerait pour toujours. Mais quelques mois plus tard, j'étais assise à son chevet, serrant sa main fragile alors que sa respiration ralentissait. Elle s'éteignit silencieusement, comme une bougie qui vacille. Les funérailles se succédèrent dans un flou, des visages inconnus offrant des condoléances que j'entendais à peine. C'est Monsieur Blackwood, l'avocat de Meredith, qui s'assit avec moi après et m'expliqua ce qu'elle avait laissé derrière elle. La maison, ses comptes, tous 3 millions de dollars au total étaient à moi. J'aurais dû me sentir en sécurité, mais je ne ressentais que le vide. Les murs du manoir, autrefois remplis de sa voix stable et de sa présence attentive, résonnaient maintenant de silence. Chaque pièce me rappelait son absence, chaque objet un poids que je n'étais pas sûre de pouvoir porter. Et alors que je commençais à comprendre ce que signifiait être seule, un coup retentit à la porte 3 jours après les funérailles. Je errais encore dans les couloirs comme un fantôme, incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Lorsque la sonnette retentit, ma poitrine se serra alors que je descendais le long couloir. Et lorsque je regardais à travers la vitre, mon estomac se noua. Sur le porche se tenaient les 4 personnes que je n'avais pas vues depuis 11 ans, mes parents et mes frères. Ma mère fut la première à bouger. Elle fit un pas en avant avec un sourire éclatant mais fragile et tendit les bras vers moi. « Oh, ma chérie », dit-elle, les bras ouverts. Je me figeai, l'odeur des lys des funérailles s'accrochant encore à mes vêtements. Mon père passa devant moi sans attendre la permission, les yeux parcourant le hall comme s'il le cataloguait. Gavin et Reed suivirent, leurs regards balayant les meubles, les tableaux sur les murs, le parquet poli. « Ça fait plaisir de te voir », dit mon père en s'installant dans une chaise comme si elle lui appartenait. « Nous sommes là pour nous assurer que tu n'es pas seule. » Je restai debout, mes mains agrippant le cadre de la porte. « Où étiez-vous il y a 3 jours ?» Ma voix était plus dure que je ne l'avais voulu. Mère fit un léger geste de la main. « Oh, Anne-Lise, tu sais, nous avions la fête pour la promotion de Gavin. Tout le monde venait déjà. Le traiteur était payé. Nous ne pouvions pas annuler quelque chose d'aussi important. » Ces mots tombèrent avec un poids nauséeux. Ils avaient choisi une fête plutôt qu'un enterrement. Plutôt que moi. « Mais nous sommes là maintenant », ajouta-t-elle rapidement, tapotant le canapé à côté d'elle comme si je pouvais m'asseoir, avide de réconfort. « Tu as besoin de ta vraie famille. » Je ris alors, un rire creux même à mes propres oreilles. Ma vraie famille a été enterrée cette semaine. Les mots restèrent suspendus entre nous, et pour la première fois, je vis leur sourire vaciller, mais seulement un instant. Car sous leur chagrin étudié, leurs yeux brillaient d'autre chose, la faim. Et c'est à ce moment que je compris qu'ils n'étaient pas venus pour me réconforter. Ils étaient venus pour la maison. Il ne fallut pas longtemps pour que leur masque tombe. Mon père s'inclina en arrière dans la chaise comme s'il en était le propriétaire. « Ce domaine est trop pour une fille de ton âge. En tant que frère de Meredith, je devrais hériter de la moitié. » « C'est juste. » Reed sourit et ajouta, « Et soyons honnêtes, Anne-Lise, tu as 19 ans. Que sais-tu de la gestion de 3 millions de dollars ?» Le chiffre résonna dans l'air comme une cloche d'alarme. Ma mère tendit la main vers moi, les yeux grands ouverts avec une fausse inquiétude. « Ma chérie, tu as besoin de conseils. Nous sommes toujours tes parents légalement. Nous sommes tes tuteurs jusqu'à tes 19 ans en Alabama. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi. 11 ans de silence, et maintenant il voulait me réclamer à nouveau. Je m'excusai, montai à l'étage et pris la carte que l'avocat de Meredith m'avait donnée lors des funérailles. Mes mains tremblaient en composant le numéro. « Monsieur Blackwood, c'est Anne-Lise. Ils sont là. Ils ne partiront pas. Je serai là dans quelques instants, dit-il fermement. Ne signez rien et n'acceptez rien. » 20 minutes plus tard, il entra, grand et calme, portant sa mallette comme une arme. Ma famille se raidit à sa vue. « Bonjour, dit-il d'une voix posée. Je suis Jonathan Blackwood, l'avocat de Madame Rowan. Je comprends qu'il y a eu une confusion. » Mon père se redressa, gonflant la poitrine. « Nous ne sommes pas confus. Elle est encore mineure selon la loi de l'Alabama. Nous sommes ses tuteurs.
Monsieur Blackwood ouvrit sa mallette et sortit des documents, sa voix calme mais inflexible. Annelise est résidente légale de l'Arkansas depuis plus de 10 ans. Ici, la majorité est fixée à 18 ans. De plus, ses parents ont renoncé à leurs droits lorsque Meredith l'a légalement adoptée. Vous n'avez aucune réclamation, légale ou autre, sur elle ou cette succession. Le silence était tranchant, brisé seulement par le rire en colère de Reed. C'est insensé. Monsieur Blackwood referma son dossier avec finalité. Ce qui est insensé, c'est de croire que vous pouvez effacer 11 ans de négligence par un soudain intérêt pour son compte en banque. Leurs visages se durcirent, et une lueur de désespoir traversa leurs yeux tandis que je réalisais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Après que Monsieur Blackwood les eut chassés, je pensais que c'était terminé, mais les appels commencèrent presque immédiatement, des numéros inconnus à toute heure du jour, des voix que je n'avais pas entendues depuis mon enfance tentaient maintenant de se frayer un chemin dans ma vie. Gavin fut le premier. Écoute, Annelise, tu as plus d'argent que tu ne sais quoi en faire. Je vais me marier. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un acompte pour une maison. Cela signifierait le monde pour moi. Sa voix était fluide, maîtrisée, comme s'il négociait un contrat plutôt que de parler à sa sœur. Puis Reed, j'ai une opportunité d'affaires, des rendements garantis. Tu pourrais tripler ton héritage si tu me soutiens. Le désespoir sous son assurance était évident, mais il le dissimulait avec confiance, comme si je devais le remercier pour cette chance d'investir. Les appels de ma mère furent les plus difficiles à entendre. Ses sanglots transperçaient la messagerie. Nous avons fait une terrible erreur. Tu es notre bébé, Annelise. Je ne peux pas dormir en sachant ce que nous avons fait. Pardonne-nous. Nous avons juste besoin d'aide. C'est tout. Chaque message fut enregistré, catalogué et conservé, exactement comme Monsieur Blackwood l'avait ordonné. Après un mois, il leur envoya une mise en demeure formelle, détaillant chaque acte de harcèlement. Il les avertit que si cela continuait, nous demanderions une ordonnance de protection. Les appels cessèrent. Le silence qui suivit était saisissant, presque plus fort que leur voix ne l'avait jamais été. Pour la première fois, la maison m'appartenait entièrement, pas de téléphone qui sonne, pas d'écho de demande, pas de rappel des personnes qui m'avaient rejeté. Mais alors que le calme s'installait, je ressentais à la fois un soulagement et une inquiétude, comme si j'étais debout dans l'œil d'une tempête, incertaine si les vents reviendraient. Lorsque je commençais l'université, le poids de ces appels et menaces s'était estompé dans ma mémoire. J'avais choisi d'étudier la finance non seulement parce que cela me fascinait, mais aussi parce que cela me semblait être une manière de faire perdurer l'héritage de Meredith. Chaque cours, chaque nuit tardive à éplucher des chiffres me rappelait les après-midi où elle me montrait comment comprendre l'argent, m'enseignant que le savoir était une protection. La maison ne ressemblait plus à un tombeau. Peu à peu, je l'emplis de morceaux de ma propre vie, des amis du campus qui venaient pour des sessions d'études, des étagères garnies de livres que j'avais choisis, des fleurs fraîches dans la cuisine parce que Meredith les avait toujours aimées. Je gardais son collier près de moi, le portant lors des examens, laissant reposer contre ma clavicule comme une encre. Parfois, assise à son bureau à réviser des études de cas, j'entendais sa voix dans ma tête, calme et stable, ne laisse jamais personne te faire sentir impuissante. Ces mots me portaient à travers les moments de doute, à travers les nuits où la solitude pesait trop lourd. Le sang m'avait abandonné, mais le choix m'avait embrassé. Meredith m'avait choisi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et grâce à elle, j'ai appris que la famille ne se mesure pas à l'ADN, elle se construit dans la loyauté, le sacrifice, dans la décision de rester quand les choses deviennent difficiles. Je vis avec cette vérité aujourd'hui. Quand je ferme la porte d'entrée le soir, le son ne résonne plus dans une maison vide. Il scelle un foyer construit sur l'amour, un amour qu'on ne peut pas enlever. Au final, qu'est-ce qui définit une famille ? Le sang qui vous abandonne, ou l'amour qui reste ?